Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette session clinique de la Neuroschool sur la thématique de la maladie de Parkinson. Je suis Wafa Zaraoui, je co-dirige le PhD programme de la Neuroschool avec ma collègue Anna Montanini, qui nous fait coucou. Alors, nous avons mis en place récemment cette action de session clinique afin de faciliter le dialogue entre les jeunes chercheurs qui sont issus de la recherche clinique et ceux qui sont issus de la recherche fondamentale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux doctorants de notre PhD programme qui vont nous présenter brièvement leurs travaux de recherche. Nous aurons tout d'abord une présentation de 20 minutes de Stéphane Grimaldi, qui va nous faire coucou aussi, sur le diagnostic et le traitement de la maladie de Parkinson. Donc Stéphane est neurologue dans le service de neurologie et pathologie du mouvement dirigé par le professeur Azoulay au sein du CHU de la Timone. Stéphane a effectué l'ensemble de ses études à l'université d'Aix-Marseille. En parallèle à ses activités cliniques, Stéphane mène une thèse de neurosciences au Centre de résonance magnétique biologique et médicale, le CRMBM à la Timone. Il travaille sur l'exploration des syndromes parkinsoniens en IRM cérébral à 7 Tesla sous la direction du professeur Maxime Guy et du professeur Alexandre Zebio. Par la suite, nous aurons Sonia Dibisegli-Caballero, coucou Sonia, qui nous présentera ses travaux de recherche sur la contribution des neurones externes du globus pallidus dans la maladie de Parkinson. Sonia a obtenu une licence en biochimie et un master en neurosciences à l'université de Grenoble. Actuellement, elle est inscrite en troisième année de thèse de neurosciences à l'université d'Aix-Marseille. Elle travaille au laboratoire de neurosciences cognitives, le LNC, sur le campus de Saint-Charles, et elle travaille sous la direction du docteur Abdel Moutalib Ouaghazal. Donc, nous aurons tout d'abord ces deux petites présentations de 20 minutes qui seront suivies par une petite session commune de questions-réponses. On vous encourage vivement à utiliser la chatbox ou même à lever la main pour prendre part directement à la discussion. Et je donne de suite la parole à Stéphane. Merci à tous d'être présents. Merci beaucoup, Wafa, pour cette présentation. Alors, je vais partager mon écran. Hop, partager. Normalement, vous êtes censé le voir. Vous pouvez me confirmer? OK, parfait. Oui. Donc voilà, donc j'ai souhaité pour cette session clinique où l'idée, comme tu l'as dit, c'est d'essayer de rassembler les cliniciens et les chercheurs autour d'une même thématique. Donc je vais essentiellement avoir un abord assez clinique là sur la maladie de Parkinson et une vue d'ensemble sur la maladie de Parkinson et les traitements et les perspectives de traitement. J'aborderai du coup peu mon travail de recherche actuellement, mais voilà, la partie recherche, ou en tout cas un des aspects recherche sera abordé par Sonia tout à l'heure pour justement faire découvrir aux internes aussi tout ce qu'on peut faire dans ce domaine. Donc merci beaucoup. Alors ça ne va pas être exhaustif hein, parce qu'on est assez court, mais j'espère vous donner un ensemble assez représentatif de comment est perçue la maladie de Parkinson aujourd'hui. Donc, c'est un enjeu important de s'intéresser à la maladie de Parkinson parce qu'on s'est rendu compte que c'était une des maladies neurodégénératives pour laquelle on avait le plus de nouveaux patients chaque année. Et d'ici 2030, on aura 2 fois plus de patients avec quasiment un patient sur 120 de plus de 45 ans qui sera atteint. Donc, toutes les familles seront vraiment concernées par cette maladie-là. Il est vraiment important de pouvoir mieux comprendre le phénomène physiopathologique et essayer de trouver des biomarqueurs précoces pour identifier la maladie, la différencier des d'autres maladies cousines de Parkinson et donc développer des traitements qu'on pourrait mettre en place assez précocement. Actuellement, il y a 1 à 2 des patients de plus de 65 ans qui sont atteints, avec une prévalence un petit peu plus importante pour les hommes que pour les femmes, et l'âge moyen de début de la maladie est autour de 55 ans. Des formes familiales existent, mais ça représente moins de 10 des cas et ça touche des sujets assez jeunes, en général moins de 40 ans. Donc, de façon assez grossière déjà, comment va se manifester la maladie de Parkinson? Donc, en fait, c'est une atteinte neurodégénérative affectant de nombreuses voies, mais la voie principale qui est touchée, la voie principale touchée, c'est la voie dopaminergique, avec une raréfaction de la substance noire et donc perte de la fabrication de dopamine qui va s'exprimer par une atteinte de 3 réseaux différents, surtout le plus je veux dire, spectaculaire et visible, c'est le réseau moteur avec l'atteinte du fonctionnement des noyaux centraux, avec une atteinte de la voie donc nigro-striée, l'atteinte du striatum, une atteinte émotionnelle par un défaut de stimulation des structures limbiques et une atteinte comportementale avec un syndrome frontal des exécutifs par plus apathie, une perte d'envie de faire les choses puisque la dopamine est l'hormone du plaisir, mais quand on n'en a plus,
on va avoir des troubles psychocomportementaux. Alors, quelle est la physiopathe de la maladie de Parkinson? Donc, il y a des pistes qui sont proposées. Deux grandes voies sont proposées à l'heure actuelle. Alors, il y en a beaucoup plus, mais deux grandes voies sont les plus étudiées. Il y a la voie de la synucléine. Alors, c'est une accumulation anormale d'une protéine, la synucléine, donc on ne sait pas trop bien à quoi elle sert au départ, mais elle va mal se conformer et puis il va y avoir un défaut, donc il y a un problème d'agrégation déjà, et puis ensuite, elle va avoir des difficultés, on va avoir des difficultés à la dégrader, et donc elle va s'accumuler sous forme de corps de Lévy, et ces corps de Lévy vont entraîner une perte de fonctionnement cellulaire, des stress oxydatifs et donc mort cellulaire. À côté de ça, de façon plus ou moins indépendante, est-ce que c'est le facteur initial ou est-ce que c'est une conséquence? Il y a une atteinte énergétique au niveau cellulaire qui se produit et qui va aboutir aussi donc, à un stress oxydatif et à une mort cellulaire. Donc, finalement, toute une cascade aboutit à la mort neuronale. D'un point de vue histopathologique, voilà à quoi ressemblent des corps de Lévy. Hein. Dans la première case, la A, c'est au niveau de la substance noire. Mais au fur et à mesure que la maladie évolue, on va retrouver ces inclusions qui vont être à l'origine de la mort neuronale dans différentes structures qui partent donc du tronc cérébral et qui vont s'étendre de plus en plus à l'ensemble du cerveau. Hein. Au départ, c'est les zones vertes qui sont atteintes. Et donc, vous voyez qu'il y a, en fonction des stades de la maladie, des stades histopathologiques décrits par Braque, une atteinte d'abord au niveau du tronc cérébral, et puis petit à petit, structure limbique, et puis enfin, structure corticale. Et quand on voit l'évolution de la maladie, on voit que dans des stades avant l'apparition des symptômes moteurs, hein, bradykinésie, rigidité, tremblement, ces symptômes apparaissent dès lors que la substance noire est touchée, et donc que la dopamine est touchée. Mais avant, il y a quand même des dépôts d'alpha-synucléine et de mort cellulaire dans les autres zones du tronc cérébral, et on a d'autres symptômes qui apparaissent donc quelques années avant les symptômes parkinsoniens, avec des troubles du comportement paradoxal par la dégénérescence du locus ceruleus, la constipation par atteinte du nerf vague ou de l'hyposmie avec l'atteinte du nerf olfactif. Et puis, quand la maladie va évoluer, après les symptômes moteurs, on aura des troubles cognitifs avec une atteinte corticale et des troubles posturolocomoteurs avec des chutes. Et malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas ralentir l'évolution de la maladie. Alors, comment est-ce qu'on va faire un diagnostic de maladie de Parkinson? On va faire un diagnostic à partir du moment où le patient commence à avoir des symptômes, donc qu'on appelle le syndrome parkinsonien. Et vous comprenez donc qu'on arrive déjà un peu tard dans l'évolution de la maladie, puisqu'il s'est déjà passé de la neurodégénérescence. Donc, il faut qu'on ait un syndrome parkinsonien clinique. Il faut s'assurer qu'on ait des critères d'exclusion de la maladie de Parkinson avec d'autres signes cliniques associés. Je vais vous en montrer quelques exemples qui remettent en cause le diagnostic de maladie de Parkinson et évoquent des maladies cousines. Et bien sûr, quand on va donner de la dopamine, vu que c'est un problème de manque de dopamine, on devrait restaurer les fonctions motrices et cognitives chez ces patients-là, au moins pendant un certain temps. Donc, qu'est-ce que le syndrome parkinsonien? Donc, c'est la teinte en rouge de la voie nigrostriée. C'est une akinésie, une rigidité et un tremblement de repos. Je vais vous montrer sur la vidéo d'après. Un des éléments capitaux de l'interrogatoire du premier patient, quand on le voit, c'est de s'assurer qu'il ne soit pas sous-neuroleptique, puisqu'ils vont bloquer les récepteurs dopaminergiques et entraîner un syndrome parkinsonien de cause iatrogène. Et donc, c'est théoriquement réversible en arrêtant les deux traitements. Et de façon associée des symptômes moins connus, donc c'est l'atteinte mésolimbique et mésocorticale, avec de l'anxiété, de l'apathie, une perte de motivation, de l'hyperémotivité, et des gens qui vont avoir du mal à planifier leurs tâches au quotidien. Donc voici une vidéo d'un patient, alors qui n'est pas au tout début de sa maladie de Parkinson, mais quand même pour vous montrer vraiment la symptomatologie. On a une atteinte axiale avec une posture très antéfléchie, une marche qui est lente, hein, qui est à petits pas, le demi-tour se fait de façon décomposée. Et puis, vous avez donc ce tremblement de repos. Donc, on a vraiment, dans la rigidité, on ne peut pas l'évaluer parce qu'il faudrait vraiment bouger le membre du patient et s'assurer de sa souplesse, de sa rigidité. Mais on a en tout cas une lenteur globale qui est la kinésie, un tremblement de repos qui est notable chez ce patient. Voilà un patient qui a expérimenté des troubles du comportement en sommeil paradoxal. Donc, ça a commencé quelques années avant l'apparition des symptômes moteurs de Parkinson. Donc, vous le voyez en bas sur l'image, euh, il, euh, il bouge dans son sommeil. Il bouge dans son sommeil. Il y a une perte de l'atonie qui existe à ce moment-là. Donc, c'est la phase où on rêve. Et en fait, il a quand même une activité motrice, alors qu'il peut être quand même assez violente. Hein, vous voyez, il peut donner des coups, des bras, de jambes. Certains frappent leur conjoint, tombent du lit. Donc, ça peut quand même être très, très invalidant.
Et on sait aujourd'hui, dans 80% des cas, quand on a ce type de symptômes et que ce n'est pas dû à des médicaments, dans ce cas-là, c'est un début de neurodégénérescence et ça va évoluer vers une pathologie de type maladie de Parkinson. Alors ensuite, quels sont les symptômes que l'on doit absolument éviter pour vraiment être dans le cadre d'une maladie de Parkinson? On ne doit pas avoir de dysautonomie sévère, c'est-à-dire de chute par baisse de tension, se lever et faire des malaises à répétition avec des tensions qui tombent dans les chaussettes. On ne doit pas être dément dès le début de la maladie, ça ne surviendra qu'après de très longues années d'évolution, et on ne doit pas chuter au début de la maladie. Sinon, ce sont des signes qui doivent remettre en cause le diagnostic. Et d'autres encore qui sont plus marquants, c'est une trouble de la verticalité du regard et notamment une apraxie. Voici donc une vidéo de ce que peut être un trouble de la verticalité du regard de l'apraxie. Donc là, cette dame, par exemple, quand elle regarde dans l'horizontalité, il y a une certaine lenteur, mais c'est surtout dans la verticalité. Là, l'examinateur lui demande de regarder vers le haut et vous voyez qu'elle est complètement figée au niveau de son regard. Et ça, en fait, c'est un symptôme qui exclut le diagnostic de maladie de Parkinson et qui, au contraire, oriente vers une maladie cousine de Parkinson, qui est la paralysie supranucléaire progressive. C'est assez trompeur parce que ces gens ont un syndrome parkinsonien clinique, mais pourtant, la protéinopathie sous-jacente n'est pas la même. Ce n'est pas l'alpha-synucléine qui est anormale, c'est plutôt la protéine tau. Également, pour l'apraxie, vous voyez ce patient-là, il y a un tremblement de repos et même postural, là, qui est très lent, mais il est incapable de reproduire le geste demandé par l'examinateur. Et donc ça, c'est signe d'une atteinte corticale, c'est signe d'une atteinte soit frontale, soit pariétale, où on a une perte de la conception du geste et de la position de ses doigts dans l'espace, et on n'arrive pas à réaliser le geste qui est demandé, alors même que l'on n'a pas de déficit moteur. Et là aussi, c'est pourtant un syndrome parkinsonien, mais qui n'est pas lié à une alpha-synucléinopathie, mais plutôt une tauopathie. Et donc, c'est très important de pouvoir mieux différencier et plus précocement ces gens-là avant qu'ils n'arrivent à ce stade-là. Parce que là, pour mettre un traitement, ce serait même protecteur. On arrive un peu trop tard. Les neurones seraient déjà détruits. Et puis, troisième élément, après avoir eu le syndrome parkinsonien clinique, après avoir exclu les atypies, il faut s'assurer que les patients répondent bien à la dopamine qu'on va leur donner pour être sûr qu'on soit dans une maladie de Parkinson. Et on est théoriquement censé avoir au moins 50% d'amélioration clinique pendant une durée d'au moins 5 ans où les patients sont retour à leur état de base, à la fois psychique et moteur. Mais malheureusement, après, la neurodégénérescence se poursuit, le métabolisme du médicament qui est absorbé, de la lévodopa qui est apporté, se fait différemment. Il faut apporter le médicament de façon plus fréquente dans la journée. Donc, au lieu que ce soit une fois par jour, ça va être 3 fois dans la journée, puis de plus en plus fréquent. Et puis même, on va avoir des phénomènes de surdosage. Et voici une dame qui est en phénomène de surdosage avec des dyskinésies, donc ce sont des mouvements complètement involontaires, très invalidants. Hein, le corps se tord dans tous les sens. Et donc, il n'y a rien à faire à part attendre que le pic plasmatique du médicament passe et que le médicament s'élimine. Mais le problème, c'est qu'à la prise d'après de son traitement, elle risque de refaire le même phénomène clinique. Donc, elle ne peut plus sortir, plus marcher, etc., de façon correcte. L'autonomie en est vraiment réduite. Donc, l'évolution naturelle de la maladie de Parkinson, hein, comme c'est une maladie neurodégénérative, malheureusement, il y a une atteinte importante, progressive de la marche et de l'équilibre, ce qui fait qu'après 15 à 20 ans d'évolution, voire plus pour certains, heureusement, hein, on se retrouve en fauteuil roulant et donc totalement dépendant et très lent pour pouvoir réaliser les actes de la vie quotidienne. Donc, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour équilibrer au mieux les patients atteints de la maladie de Parkinson? Comment on peut manager ces traitements? Alors, sachant qu'aujourd'hui, pour l'instant, ces traitements ne sont pas des traitements neuroprotecteurs. On va simplement répondre à la symptomatologie du patient qui est problématique. Donc, on va essayer de réduire ces symptômes le plus possible. Donc, ça, c'est un schéma de la synapse entre de la voie dopaminergique. Donc, on est dans le système nerveux central. Donc, ici, on est dans le sang. Ensuite, on passe la barrière hémato-méningée. On est dans le système nerveux central ici. Vous avez un neurone de la substance noire qui dégénère, qui à la base fabriquait la dopamine, et qui va se projeter sur le striatum, donc une partie des noyaux gris centraux. Et donc, normalement, la dopamine doit être transmise de cette synapse-là à la suivante. Et donc, il y a différents endroits où l'on peut intervenir.
Déjà, quand on va absorber la levodopa, donc la dopamine fabriquée par l'homme, hein, on va l'absorber dans le tube digestif, mais avant qu'elle ne soit dégradée, avant qu'elle ne passe dans le système nerveux central, elle risque d'être dégradée. Donc cette dopamine, il faut pouvoir la protéger. Donc on va toujours associer cette dopamine, cette levodopa, à un inhibiteur de la dopa-décarboxylase pour que la levodopa puisse passer dans le système nerveux central, être absorbée par la voie nigrostriée, transformée en dopamine et puis être projetée sur le striatum. Après, on a d'autres molécules, on a des molécules qui sont des agonistes dopaminergiques, c'est-à-dire une famille de traitements qui est euh, similaire à la dopamine, mais qui va agir sur les récepteurs dopaminergiques, mais qui n'est pas exactement de la dopamine. Et l'avantage de cette famille-là, c'est qu'il y a une longue durée d'action, donc ça peut se prendre en une seule prise par jour. Et puis après, il y a d'autres inhibiteurs enzymatiques qui peuvent intervenir pour faire augmenter le taux de dopamine dans le système nerveux. Donc là, les traitements de première ligne, ce sont des traitements médicamenteux par la bouche ou par patch qui permettent, soit par les agonistes dopaminergiques, d'avoir une prise une fois par jour, soit en inhibiteur enzymatique aussi en une fois par jour, soit avec la levodopa. Le problème, c'est qu'il y a moins de 3 prises par jour parce que la levodopa a une courte durée d'action. Mais ça permet d'être dans une lune de miel et de faire en sorte qu'on restaure les capacités physiques des patients et cognitives des patients avec l'apport de la dopamine qui ne fabrique plus suffisamment. Malheureusement, donc, après un certain temps, donc vous voyez qu'au début, quand on prend la levodopa, il est bien absorbé, et puis ça dure plus de 6 heures. Donc, on va prendre le traitement 3 fois dans la journée, et puis ce sera très bien. Mais avec l'évolution de la maladie, donc on est dans un stade modéré de Parkinson, donc on va avoir donc, une durée d'action qui va se raccourcir, et forcément, il va falloir, au bout de 4 heures, reprendre un traitement. Et donc, dans la journée, les gens vont passer de 3 prises à 4 prises, puis à 5 prises, puis à 6 prises. Donc, ça devient quand même assez contraignant. Et puis, de plus en plus, il va y avoir des phénomènes de surdosage parce que va être absorbé très rapidement, métabolisé très vite et éliminé très rapidement. Donc, il va y avoir des dyskinésies dans ces pics de dose, comme je vous l'ai montré avec cette patiente tout à l'heure. Et juste derrière ces phénomènes de pics de dose, hop, chute brutale de dopamine et la patiente va de nouveau avoir des symptômes parkinsoniens. Et donc, sa journée ne va être que fluctuations qui sont induites par la prise de traitement. S'il n'avait pas de traitement, les patients seraient parkinsoniens et stables toute la journée. Grâce au traitement, on les débloque, ils sont même dyskinétiques, et puis à des thérapie, ils se rebloquent et donc entraînent ces fluctuations-là. Vont alors arriver les traitements de seconde ligne pour essayer de limiter ces fluctuations que nous avons induites par l'apport des médicaments. Alors, quels sont ces traitements de seconde ligne? Le plus connu et le plus proposé en France, c'est la stimulation cérébrale profonde. Il y a sinon l'apport continu de traitement par pompe sous-cutanée d'apomorphine. C'est un agoniste dopaminergique qui va être distribué, donc le médicament va être distribué sous la peau en continu. Plus contraignant encore, un système qu'on appelle la pompe duodopa, où là, il faut faire un trou dans l'estomac. Et ce trou dans l'estomac va permettre d'apporter du gel de dopamine au-delà de l'estomac, en fait, vraiment dans le tube digestif pour s'affranchir de la vidange gastrique, pour être vraiment avoir une libération continue. Parce que si on libère le produit dans l'estomac, il va être stocké dans l'estomac, puis libéré à chaque phase de la digestion. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est limiter les fluctuations en ayant un apport continu du traitement. C'est avoir un dispositif avec un trou dans l'estomac qui est en permanence et qui n'est pas toujours bien accepté par les patients. Et enfin, éventuellement, le gamma knife, qui est une sorte de rayon gamma qui va griller une zone dans le cerveau et qui va griller surtout la zone qui est à l'origine de tremblements. Donc ça, on grille le noyau ventral intermédiaire médian dans le thalamus et c'est réservé aux patients qui ont un tremblement sévère. Ça ne va pas résoudre l'akinésie et la rigidité du Parkinson. On peut associer l'ensemble de ces différents traitements, bien sûr. Alors, je vais vous parler en 2 mots de cette neurostimulation parce que ça a quand même révolutionné quand même la prise en charge du patient parkinsonien. Il y a plusieurs marques de neurostimulateurs. Nous, à Marseille, on a l'habitude de travailler avec Medtronic et Boston Scientific. Le plus ancien étant Medtronic. Les électrodes sont implantées de façon stéréotaxique au bloc opératoire par les neurochirurgiens. Et puis, 3 mois après, on va faire le réglage du neurostimulateur. Les électrodes sont reliées à un petit boîtier, donc le stimulateur qui est au niveau pectoral, ou dans d'autres villes, ils le mettent au niveau abdominal. Et donc, l'avantage, c'est d'essayer de pouvoir induire une stimulation qui va moduler l'activité de nos centraux de façon permanente. Ça ne remplace pas ça ne remplace pas à 100% les médicaments, puisque ça ne va stimuler qu'au niveau des neurones et ça ne va pas atteindre
le côté limbique ou le côté frontal et cortical. Boston est arrivé très récemment en disant nous, on a la possibilité d'avoir des électrodes directionnelles, c'est-à-dire que dans votre noyau thalamique, vous allez pouvoir stimuler que la partie antérieure, que la partie latérale ou les deux, ce que ne pouvait pas faire Boston. Donc, ça apporte un avantage pour certains patients pour lesquels les réglages étaient difficiles. Et Medtronic réplique, évidemment, après maintenant, c'est la course à l'amélioration des dispositifs, et c'est tant mieux, c'est que les différents enregistrements électrophysiologiques ont permis de montrer qu'en fait, la sémiologie parkinsonienne, la rigidité, le tremblement n'étaient pas présentes vraiment en permanence et étaient d'autant plus marquées que les structures cérébrales exprimaient l'activité bêta. Et donc, les électrodes peuvent désormais enregistrer et savoir à quel moment on se trouve en activité bêta et donc stimuler à ce moment-là, ce qui permettra d'avoir une économie de la durée de vie de la pile. Et pour économiser aussi la durée de vie de la pile, maintenant, ce sont des piles rechargeables où les patients mettent en sorte de trucs une fois par semaine autour de leur cou. Et ça permet de changer les piles tous les 10 ans au lieu de tous les 4-5 ans. C'est quand même assez mieux. Et puis, il y a quand même un aspect remarquable, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il y a probablement quand même, alors c'est difficile de dire si c'est vraiment neuroprotecteur, mais en tout cas, l'état clinique des patients avant la chirurgie, donc before DBS, avant la chirurgie, ça, au plus le cercle est large, au plus la sévérité clinique était importante. Et on voit qu'au départ, donc, il y avait une sévérité clinique forte, et qu'après la chirurgie, donc 1 an après la chirurgie, c'est en rouge, donc ils sont très bien améliorés. 5 ans après la chirurgie, c'est en vert, ils sont un petit peu moins bien, mais on n'est pas retourné à l'état de base. Et on voit qu'en violet, quasiment 8 ans, plus de 8 ans après la chirurgie, ils se sont encore dégradés, mais c'est normal, il y a la neurodégénérescence, mais ils ne sont toujours pas revenus à leur état initial. Donc, on a quand même un effet de la neurostimulation qui permet une amélioration clinique au long cours, qui est extrêmement importante. Et il faut qu'on arrive à comprendre le mécanisme sous-jacent. Bien sûr, après, il y a d'autres traitements où je vais passer assez vite qui sont associés, donc la rééducation physique avec de l'activité de kinésithérapie, de la psychomotricité, de l'orthophonie pour tout ce qui est dysarthrie, troubles de la déglutition, difficulté à articuler et à faire l'effort. Donc tout ça, ça doit être rééduqué et pris en charge voilà, de façon quotidienne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter maintenant parce que certes, on s'est calmé un peu les symptômes des patients pendant un certain moment, mais en fait, on ne sait pas guérir la maladie. Donc, il faut qu'on puisse essayer de moduler ça et ralentir l'évolution de la maladie. Le souci, c'est comme je vous l'ai dit, il faut savoir qu'est-ce qu'on a en face de nous comme patient. Est-ce qu'on peut donner n'importe quel traitement à n'importe quel patient? Visiblement non, puisqu'on a des patients qui sont maladies de Parkinson liées à un problème d'alpha-synucléine en partie, et d'autres qui ont un syndrome parkinsonien atypique, qui est cousin et qui, lui, est plutôt lié à une tauopathie. Et or, ça, il va falloir attendre un certain nombre d'années pour que les symptômes apparaissent et que cliniquement, on puisse les percevoir et se dire, en fait, mon patient, il n'est pas malade de Parkinson, donc il ne pourra pas répondre à des anticorps anti-alpha-synucléine, par exemple. Ou en fait, c'est une PSP avec la paralysie du regard. Donc, il faudra lui donner des antitaux. Donc, vraiment, il faudrait qu'on arrive à avoir des biomarqueurs assez précoces pour identifier ces différents patients et donner donc le bon traitement. Et ce qui suppose de développer aussi le bon traitement. Alors, où est-ce qu'on en est dans le développement du bon traitement? Donc, il y a des pistes en cours, déjà pour réduire l'accumulation d'alpha-synucléine dans cette cascade cellulaire. Il y a un protocole qui est en cours, là, qui est le protocole Orchestra, qui est un traitement PEROS, qui est une microparticule qui va être absorbée dans le corps et qui va empêcher la mauvaise conformation de l'alpha-synucléine. Et donc, on espère qu'elle va empêcher la dégradation cellulaire. Ça marche chez la souris, c'est-à-dire que les souris transfectées, les souris qui sont mutées pour l'alpha-synucléine et à qui on donne ce traitement, ont une meilleure habilité quand elles prennent le traitement sur ce schéma, sur cet exercice de roue. Alors, tout reste à prouver chez l'homme. Voilà. Mais c'est quand même un traitement qui est innovant et qui est facile à prendre puisque c'est féroce, donc qui est à l'étude. Ensuite, il y a les anticorps anti-alpha-synucléine. Là, deux protocoles sont en cours et plusieurs patients, ça fait déjà 2 ans que les patients y participent, les protocoles Pasadena et Padova. Donc là, par contre, ce sont des perfusions intraveineuses d'anticorps anti-alpha-synucléine. Et on s'est rendu compte que, certes, on pouvait nettoyer le cerveau de l'alpha-synucléine anormale, mais la neurodégénérescence étant déjà là, les symptômes cliniques persistent. Et les premières évaluations n'ont pas permis de montrer clairement que les patients se dégradaient moins avec ce traitement. Mais certains sous-scores sont prometteurs et donc l'étude continue.
Et enfin, il y a les vaccins. Donc là, c'est une immunothérapie active. On fait une vaccination avec une forme particulière de phase nucléine pour que le sujet développe lui-même des anticorps contre cette phase nucléine anormale. Là, on n'a pas encore de preuves cliniques que ça agisse sur le scoring moteur, mais en tout cas, on est capable, on voit qu'on est capable, après les injections, de produire des anticorps anti-alpha-synucléine. Et donc, c'est très récent, c'était publié l'année dernière dans le Lancet, et ça va se poursuivre sur des essais cliniques très prochainement. Et après, donc, est-ce qu'on peut aider à détruire mieux l'alpha-synucléine? Alors, il y a une enzyme qui est la glucocérébrosidase, qui parfois est mutée dans les formes sévères de maladie de Parkinson, qui donne un trouble cognitif assez précoce. Et quand cette mutation existe chez l'enfant, qu'elle s'exprime chez l'enfant, elle donne un tableau quand même très sévère neurodéveloppemental. Et est à l'étude un traitement qu'on donne chez ces enfants. C'est si on le donne dans la maladie de Parkinson, comme certains d'entre eux ont un défaut de dégradation de l'alpha-synucléine, en donnant cette enzyme-là, en apportant plus, ça ne pourrait pas aider au catabolisme de l'alpha-synucléine normale. Donc, un essai est en cours aussi via ce biais-là. Comme je vous dis, là, on agit sur l'alpha-synucléine. Il y a peut-être d'autres mécanismes qui vont altérer le fonctionnement cellulaire. Une équipe, notamment à Lille, s'est intéressée à l'accumulation anormale de fer, et ça a été bien prouvé par la suite. D'abord, en IRM7 Tesla, on voit qu'il y a une accumulation anormale de fer, notamment au niveau de la substance noire, et on s'est dit que peut-être en diminuant cette accumulation de fer, on devrait améliorer ou retarder l'évolution de la maladie. Alors, les essais de phase 3 cliniques qui évaluent ça, les résultats sont en cours. L'essai est terminé, les résultats sont en cours, on n'a pas de résultats, mais on attend beaucoup de cet essai. Et un autre essai qui est assez important, c'est l'accumulation qui va lutter contre l'accumulation anormale de chlore et de sodium chez les patients atteints de maladie de Parkinson. Un médicament qui est sur le marché déjà, qui est un médicament qui est un antidiurétique, enfin non, qui est un diurétique au contraire, donc qui limite les œdèmes et qui va donc limiter et évacuer l'eau du corps des patients en allant aux toilettes, a montré qu'il y avait une amélioration clinique sur la marche et l'équilibre de 4 patients. Et donc, un traitement, un essai clinique avec ce traitement, qui s'appelle CurePark, là, est en cours pour essayer de voir si, à plus grande échelle, on arrive à retrouver ces phénomènes décrits chez ces 4 premiers patients. Et c'est assez intéressant parce que grâce à l'équipe du CNRM auquel je suis associé, on a pu mettre en évidence de façon assez précoce, donc dans les premières années d'évolution d'une maladie de Parkinson avec donc, début des symptômes cliniques, on a, grâce à l'exploration en IRM sodium, pu percevoir qu'il y avait uniquement chez les patients atteints de maladie de Parkinson une accumulation anormale de sodium dans la substance noire, donc qui dégénère et qui va donner les troubles moteurs. Et ce n'est pas le cas chez les sujets sains. Donc, on a plusieurs études qui sont passées par différentes approches et qui tendent quand même à dire qu'il y a un défaut énergétique cellulaire, une accumulation anormale, notamment de sodium et de chlore au niveau cellulaire, qui va perturber le fonctionnement cellulaire et sur lequel on pourrait essayer de potentiellement agir. Donc, c'est quelque chose qui est assez prometteur. Et on espère pouvoir continuer les travaux là-dessus et même explorer le sodium dans d'autres pathologies, des maladies cousines de Parkinson et voir si le pattern sodique, par exemple, peut être différent dans ces d'autres maladies. Voilà, c'était ma dernière diapositive. Merci pour votre attention. Et donc, j'ai parlé un peu vite pour tenir un peu les 25 minutes, maximum 30 minutes. Et je vais passer la parole à Sonia, et puis je pense qu'on fera les questions après, si je ne dis pas de bêtises, ou pas. Absolument, merci beaucoup. Excellente présentation. On donne la parole à Sonia. À tout à l'heure. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est je vais vous présenter une partie de mes résultats de thèse qui vise en fait à étudier la contribution de certaines populations neuronales du globus pallidus externe dans le développement de la maladie de Parkinson. Et donc, pour ça, moi, je vais utiliser la technique d'optogénétique chez un modèle murin de la maladie. Donc, brièvement, de toute façon,
Je pense que déjà Stéphane vous a déjà un peu présenté la maladie, mais brièvement, donc la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative qui affecte la motricité. Donc, on retrouve des symptômes moteurs, mais aussi des symptômes non moteurs, comme des altérations émotionnelles et cognitives. Donc, cette maladie, elle se caractérise par la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire compacte qui innerve préférentiellement le striatum. Et donc, on va avoir une dégénérescence de la voie nigrostriée. On retrouve aussi des corps de Lévy, comme Stéphane vous l'a dit, qui sont en fait des inclusions intracellulaires qui sont composées d'agrégats de protéines et dont le principal composant, c'est l'alpha-synucléine. On connaît encore peu les origines de la maladie. Donc, on peut distinguer les formes familiales qui ont une origine génétique qui compte pour environ 5% des cas. Et après, on a les formes les plus courantes, c'est les formes idiopathiques qui, elles, ont une origine inconnue. Et on pense en fait que là, il y a quand même 2 facteurs risques pour développer la maladie. C'est la prédisposition génétique et des facteurs environnementaux, comme par exemple l'exposition à des toxines. Donc, au niveau physiopathologique, là, il y a plusieurs mécanismes qui ont été impliqués dans le développement de la maladie. Donc, on retrouve, par exemple, des dysfonctionnements intracellulaires comme dysfonctionnement mitochondrial et le stress oxydatif. Et on retrouve encore aussi, on peut retrouver donc des processus qui sont impliqués dans la neuroinflammation. Et donc, nous, en préclinique, ce qu'on va chercher, c'est vraiment essayer d'être au plus proche de la maladie. Et c'est grâce à la compréhension de tous ces mécanismes qu'on va pouvoir modéliser et trouver des stratégies au mieux pour modéliser la maladie chez l'animal. Et donc, un bon modèle animal, lui, il va devoir répondre à 3 critères. On a la validité de construction, la validité d'aspect et la validité prédictive. Donc, brièvement, la validité de construction, donc là, c'est là où on va essayer de reproduire et de reproduire les causes et les dysfonctionnements qui sont à l'origine de la maladie. Donc, par exemple, ici, on a plusieurs stratégies qu'on peut prendre. Donc, on aura, par exemple, une stratégie pharmacologique. Donc, on va injecter un produit pharmacologique qui va induire la mort des neurones dopaminergiques, par exemple. Après, on a la validité d'aspect. Et là, c'est pour voir si cette validation va conduire à l'expression des symptômes caractéristiques de la maladie de Parkinson. Et finalement, on a la validité prédictive. Là, c'est pour voir vraiment si ces déficits qu'on induit, ils peuvent être corrigés par les traitements qui marchent chez l'homme. Et donc, pour la maladie de Parkinson, on a 2 grandes catégories de modèles animaux. On a les modèles neurotoxiques et les modèles génétiques. Les modèles neurotoxiques, ils se basent vraiment sur l'induction de la mort des neurones dopaminergiques. Donc, on a deux modèles classiques qui utilisent et qui sont très souvent utilisés. Donc, le modèle qui est induit par le MPTP et le modèle induit par la cysto-HDA. Donc, le MPTP, lui, il est utilisé chez la souris et le primate non humain. Il est administré par voie systémique et il va sélectivement cibler les neurones dopaminergiques. La cysto-HDA, elle, on peut l'utiliser chez les rongeurs et aussi chez le primate non humain. Et elle, au contraire, elle va devoir être injectée directement par voie intracérébrale et le plus souvent, par exemple, dans la substance noire compacte ou le striatum. Après, on a un autre modèle dans cette catégorie-là, qui est le modèle qui utilise des pesticides. Et en fait, c'est des modèles qui ont été inspirés par des données cliniques qui ont montré une corrélation une association en fait entre l'exposition à ces pesticides-là et le développement de la maladie. Donc, ces modèles neurotoxiques, ils ont l'avantage, c'est vraiment d'induire la mort neuronale. Et donc qui va conduire à une panoplie de déficits moteurs et aussi non moteurs.
malheureusement, dans ces modèles-là, on n'arrive pas à reproduire toutes les caractéristiques de la maladie, comme par exemple, on ne retrouve pas les corps de Lévy dans ces modèles-là. Mais ces modèles, ils sont très utiles pour étudier les mécanismes de neurotoxicité et aussi étudier en fait les dysfonctionnements au niveau de la transmission synaptique qui surviennent lors de la maladie de Parkinson. Donc, pour les modèles génétiques, ils se basent vraiment sur les mutations génétiques qui ont été identifiées sur certaines formes familiales de la maladie. Et donc, on va avoir plusieurs stratégies pour reproduire ces mutations. Donc, on a d'abord la génération de modèles transgéniques. Donc là, ce seront des rongeurs, donc des souris ou des rats qui vont porter les mutations sur les gènes qui ont été impliqués dans le développement de la maladie, comme par exemple le gène de l'alpha-synucléine. Et après, on a d'autres techniques qui, elles, impliquent donc l'injection par voie intracérébrale. Donc là, on va pouvoir soit directement transférer un gène humain muté dans le cerveau des animaux. Donc ici, on peut utiliser chez les rongeurs, mais aussi chez les primates. Et par exemple, dans ce type de modèle, on va induire, par exemple, on va transférer le gène de l'alpha-synucléine muté pour induire sa surexpression. Et on a encore une autre méthode qui va être là directement d'injecter dans le striatum ou dans la substance noire compacte déjà des fibres préformées d'alpha-synucléine et qui va du coup favoriser l'agrégation des protéines et donc la formation des corps de Lévy. Donc, dans ces modèles génétiques, eux, ils ont l'avantage, c'est vraiment de reproduire les dysfonctionnements qui sont à l'origine de la maladie. Et voilà, donc ça permet de reproduire ça. Mais le problème, c'est qu'ici, ces modèles, on n'arrive pas à avoir une perte neuronale qui est bien significative. Donc, ces modèles-là, on les utilise plus particulièrement, ils sont plus utiles pour étudier les dysfonctionnements intracellulaires qui se mettent en place et avant même la mort neuronale. OK. Donc, tous ces différents modèles, eux, ils vont être utilisés vraiment dans un contexte particulier pour répondre à à des questions précises. Et donc, sur chacun de ces modèles, on va pouvoir étudier les dysfonctionnements qui sont associés à la maladie à différents niveaux, que ce soit au niveau comportemental ou au niveau cellulaire et moléculaire. Donc, au niveau comportemental, là, on va pouvoir vraiment observer une large gamme de déficits, que ce soit moteur ou non moteur, au travers de tests comportementaux. Et au niveau cellulaire et moléculaire, là, on va pouvoir vraiment observer tous les changements qui sont à l'origine et qui provoquent la maladie. Donc, on a des changements électrophysiologiques et aussi on a tous les dysfonctionnements intracellulaires, comme je vous ai décrit auparavant, et qui se mettent en place bien avant l'apparition des symptômes et même presque avant la perte neuronale, comme vous l'a dit Stéphane aussi. Et donc, tous ces processus-là, eux, ils se mettent en place progressivement et ils vont entraîner en fait une réorganisation d'un circuit qui est les ganglions de la base. Donc, en fait, les ganglions de la base sont un réseau de structures sous-corticales qui joue un rôle dans le contrôle moteur et qui est aussi impliqué dans des processus cognitifs et émotionnels. Donc ici, dans le schéma classique dans le modèle classique des ganglions de la base, le striatum est la structure principale d'entrée des informations corticales et qui va moduler l'activité des structures de sortie du circuit, le globus pallidus interne et la substance noire réticulée, par le biais de deux voies qui auront en fait un rôle opposé dans le mouvement. Donc, on a la voie directe qui correspond aux projections directes du striatum vers les structures de sortie et qui, elle, faciliterait le mouvement.
Et on a la voie indirecte qui, elle, où on retrouve le globus pallidus externe et le noyau subthalamique, et qui, elle, inhiberait les mouvements. À ces deux voies, on rajoute une troisième voie qu'on appelle hyperdirecte, qui correspond aux projections corticales directes vers le noyau subthalamique, qui, elle, renforcerait le rôle inhibiteur de la voie indirecte sur les mouvements. Donc, en conditions normales, l'activité de ces deux voies qui sortent du striatum, elle est en partie régulée par les neurones dopaminergiques issus de la substance noire compacte, et donc qui va permettre la réalisation de mouvements volontaires. Et donc, dans la maladie de Parkinson, la dégénérescence de ces neurones dopaminergiques va entraîner conduire à une dérégulation au niveau du circuit des ganglions de la base, et plus particulièrement, en fait, une hypoactivité de la voie directe et une suractivation de la voie indirecte, qui se reflète par une hypoactivité du GPE et une suractivation des structures de sortie exercée par le noyau subthalamique. Et donc, ça va conduire au final à l'expression des déficits moteurs. Comme vous le voyez, donc dans ce schéma classique des ganglions de la base, le GPE, le globus pallidus externe, il est considéré comme un simple maillon de la voie indirecte. Sauf que de récentes études ont montré que ce noyau, que cette structure, en fait, elle établissait des projections réciproques avec l'ensemble des ganglions de la base et le thalamus. Et plus récemment encore, ils ont montré que le GPE recevait également des projections directes en provenance du cortex, ce qui montre en fait que le GPE pouvait aussi représenter une structure d'entrée des informations corticales au même titre que le noyau subthalamique. Et donc, ces données anatomiques et électrophysiologiques ont montré aussi que ces différentes voies, on pouvait les attribuer à des populations neuronales distinctes au sein du GPE qui pouvaient donc qui pourraient contribuer de manière différente au contrôle moteur. Et donc, on peut subdiviser les neurones GABAergiques du GPE en deux grandes sous-populations. On a les neurones prototypiques en bleu qui se projettent majoritairement vers les structures de sortie et qui représentent environ 75% des neurones du GPE. Et puis, on a les neurones archipalidaux, eux, qui se projettent exclusivement vers le striatum et qui représentent 25% environ des neurones du GPE. Donc, jusqu'à présent, le rôle respectif de ces deux sous-populations dans le développement de la maladie de Parkinson reste à déterminer. Et donc, c'est là, en fait, que c'est dans ce contexte-là que s'inscrit mon travail de thèse, qui consiste vraiment à regarder et à comprendre, en fait, quelle est la part jouée de ces deux sous-populations neuronales dans l'expression des déficits moteurs chez un modèle murin de la maladie de Parkinson. Et donc, vraiment, pour cibler chacune de ces deux sous-populations de manière distincte, on utilise la technique de l'approche optogénétique. Et l'avantage de cette approche, de cette technique comparée à d'autres techniques, par exemple pharmacologiques qui existent, c'est que là, on va pouvoir manipuler l'activité d'une seule population neuronale en utilisant des opsines excitatrices ou inhibitrices qui sont sensibles à la lumière, et ce, en fait, de manière réversible et contrôlable dans le temps. Et donc, nous, avant de vraiment regarder ce qui se passe avec ces deux sous-populations, on a voulu vérifier si la stimulation de l'ensemble de ces neurones du GPE pouvait améliorer les déficits moteurs chez notre modèle murin de la maladie de Parkinson. Parce que, comme je vous ai dit, dans le modèle classique des ganglions de la base, on pense donc le GPE en fait serait hypoactif en conditions parkinsoniennes.
Et donc, avec notre approche optogénétique et notre modèle, on a pu confirmer ça. Et donc, c'est après qu'on s'est vraiment concentré sur voir en fait quelle était vraiment la contribution de ces deux sous-populations dans l'amélioration de ces déficits. Et donc, je vais vous présenter ici les résultats qu'on a obtenus quand on a ciblé les neurones prototypiques. Et donc, pour ça, on a ciblé les neurones parvalbumine. Donc, en fait, la parvalbumine, c'est un marqueur moléculaire spécifique de la fraction majoritaire des neurones prototypiques qui vont préférentiellement se projeter vers les structures de sortie du circuit des ganglions de la base. Et donc, pour faire ça, pour les cibler, on a utilisé des souris transgéniques PVC qui expriment l'enzyme cré-récombinase seulement dans les neurones qui expriment la parvalbumine. Et donc, on a injecté un vecteur viral adapté qui va permettre d'exprimer une opsine excitatrice, la tannelrhodopsine 2, uniquement dans ces neurones-là. Et donc, on a pu vérifier l'expression dans les neurones par immunofluorescence, comme vous pouvez le voir ici. Et on a induit une lésion unilatérale totale de la substance noire compacte par l'injection de la ciso-HDA, va induire donc la dégénérescence des neurones dopaminergiques dans la substance noire compacte et la dégénérescence de la voie nigrostriée qui induit donc une déplétion en dopamine du striatum. Et cette lésion, elle va induire une série de déficits moteurs qu'on va pouvoir révéler dans plusieurs tests comportementaux que je vais vous présenter. Donc, on a d'abord le test de l'open field. Donc, c'est une arène dans laquelle la souris, elle explore. Et donc, dans ce test-là, on va pouvoir mesurer différents paramètres qui vont refléter donc l'hypokinésie, la bradykinésie ou encore l'hypoactivité locomotrice. Donc, on utilise un protocole de stimulation off-on. En fait, là, c'est pour voir si l'effet de la stimulation pourrait être persistant pendant les périodes off après la période on. Et on a utilisé des paramètres de stimulation qui sont inefficaces chez les souris contrôle, donc les souris qui n'ont pas de lésion, afin de mettre en évidence l'hypoactivité des neurones parvalbumine en conditions parkinsoniennes. Donc ici, moi, je vais vous montrer le temps passé en immobilité qui reflète l'hypokinésie. Donc ici, on voit que les souris contrôle en noir ne passent pas beaucoup de temps à rester immobiles, comme attendu, et que la photostimulation des neurones par valbumine n'a pas d'effet. Comme on l'attend aussi, les souris lésées, ciso-HDA, elles vont passer plus de temps à rester immobiles dans le test, ce qui reflète l'hypokinésie. Les souris qui n'expriment pas l'opsine, donc les souris là en gris ciso-HDA tag, elles ne sont pas affectées par la photostimulation des neurones par valbumine. Alors que chez les souris lésées qui expriment l'opsine, elles, la photostimulation va significativement réduire l'hypokinésie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cet effet, il est persistant, puisque là, on voit que quand il n'y a plus la stimulation, donc en off, le niveau reste à peu près au niveau de contrôle. Donc, globalement, sur l'ensemble de la durée du test, on voit que la photostimulation des neurones par valbumine réduit significativement l'hypokinésie chez les souris lésées, ce qui montre que l'hypoactivité de ces neurones-là contribue à l'expression de l'hypokinésie. De la même manière, on a aussi observé un autre déficit moteur qui est l'asymétrie locomotrice, qui se reflète en fait par des rotations ipsilatérales aux côtés lésés. Et donc, pour ça, ici aussi, on voit que
la photostimulation des neurones par valbumine, ils ont aussi un effet bénéfique sur ce paramètre-là. Là, vous voyez qu'en ON, ils réduisent et même ils abolissent totalement ce déficit au niveau contrôle. Là, vous voyez que les souris lésées, elles viennent au niveau des contrôles. Et que cet effet, il est réversible puisque là, en off, le niveau revient à peu près au niveau des lésés qui n'expriment pas l'auxine. Ici, je tiens à souligner aussi ici que la stimulation de ces neurones n'a pas d'effet chez les souris contrôle et n'a pas d'effet non plus chez les souris lésées qui n'expriment pas l'auxine. Donc, globalement, la photostimulation des neurones par valbumine réduit significativement le nombre de rotations ipsilatérales et donc montre que l'hypoactivité de ces neurones-là contribue aussi à l'expression de la symétrie locomotrice. La lésion qu'on induit, la lésion unilatérale, elle induit aussi un autre aspect des déficits moteurs, comme un autre déficit moteur qui est l'akinésie. Et donc, cette akinésie, nous, on va la révéler au travers du test du cylindre. Donc, dans ce test-là, les souris contrôle, elles vont utiliser leurs deux pattes antérieures de manière équivalente pour se redresser et pour s'appuyer contre les parois du cylindre, comme vous voyez sur l'image là. Et donc, en fait, ces souris-là, elles vont utiliser entre 40 et 50% de leurs pattes contralatérales pour se redresser. Comme attendu, les souris lésées, en fait, elles auront tendance à moins utiliser leurs pattes contralatérales, je ne sais pas si vous arrivez à voir dans l'image, pour se redresser. Et là, en période off, nos souris, elles utilisent environ que 10% de leurs pattes. Et là, on voit que la photostimulation des neurones par valbumine chez ces souris hémiparkinsoniennes augmente significativement l'utilisation de la patte contralatérale. Ce qui montre que là aussi, l'hypoactivité de ces neurones-là contribue à l'expression de ce déficit également. Donc en finalité, depuis le début de ma thèse, ce que j'ai pu voir, c'est que la photostimulation globale de l'ensemble des neurones du GPE améliore une série de déficits moteurs chez notre modèle de la maladie de Parkinson, et ce avec des paramètres qui sont inefficaces chez les souris contrôle, ce qui montre et ce qui confirme vraiment que l'hypoactivité des neurones du GPE jouera un rôle clé dans l'expression des déficits moteurs. Et ici, je viens de vous présenter l'effet qu'on a obtenu suite à une photostimulation sélective des neurones par valbumine, et on a pu voir que en ciblant sélectivement ces neurones-là, qui sont les neurones de projection de sortie du GPE, donc qui se projettent vers les structures de sortie, donc le SCN et les structures de sortie ganglion de la base, on a pu obtenir cet effet bénéfique similaire et qui va corriger le même ensemble de déficits moteurs chez nos souris. Et ici, ce qui montre en fait que l'hypoactivité de ces neurones-là contribue à l'expression des déficits moteurs de la maladie de Parkinson. Et donc, par la suite, on va nous intéresser maintenant à la mise en jeu des neurones archipalidaux dans l'expression de ces déficits moteurs. Donc ici, d'un point de vue déjà anatomique au niveau des projections, on va pouvoir penser déjà que les neurones par valbumine et les neurones archipalidaux auraient un contrôle opposé sur les fonctions motrices et donc un rôle opposé. Et donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va utiliser la même approche chirurgicale, optogénétique et lésionnelle sur des souris FOXP2 crées transgéniques. Et là, on va essayer de regarder l'effet d'une photostimulation et d'une photoinhibition sélective de ces neurones archipalidaux, qui sont des neurones qui expriment spécifiquement FOXP2, sur l'expression des déficits moteurs chez la souris hémiparkinsonienne.
Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui auraient pu contribuer à ce projet de recherche et je vous remercie de votre attention.